Bonjour Laetitia Pufauché. Bonjour Vincent. Apparemment, Hubert de Boisredon n'a pas été entendu par les autorités. Pour l'instant. Mmh. Pour l'instant. Mais moi, j'ai bon espoir que ça change et j'ai l'impression que progressivement, on va peut-être atterrir. Alors, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on a, dans le domaine du photovoltaïque, une domination chinoise absolument écrasante et je dirais même remarquable, parce que je veux saluer ici les Chinois. Ce qu'ils ont réussi à faire en 10-15 ans est absolument remarquable. Ils avaient à peu près 30% du marché du panneau photovoltaïque en 2015. Ils ont maintenant quasiment au niveau mondial 100%. C'est extraordinaire. Alors, il faut dire quand même qu'ils ont été aidés par des produits dopants. C'est ce que vous révèle votre étude. C'est qu'ils ont eu pas mal, ils ont subventionné pas mal leur industrie. Et en face, ils ont eu des bons élèves qui ont respecté les règles de l'OMC et en particulier qui n'ont pas subventionné ou qui n'ont pas établi des barrières douanières. En particulier les Européens et en particulier les Français. Alors, ils ont mis en place une stratégie très claire, industrielle, très ambitieuse. Ils se sont dit, on se développe dans les clean tech de manière générale et notamment également dans les panneaux solaires. Et ils ont fait tout pour y arriver, c'est-à-dire barrière douanière à l'entrée, donc les panneaux solaires étrangers ne pouvaient plus rentrer en Chine, certaines limitations aussi d'export de matières premières qu'ils pouvaient avoir pour assécher les autres industries, dumping massif. Et donc, effet d'échelle et commande publique. Donc, ils ont mis l'intégralité de la recette sur la table pour y arriver. Au début, je pensais comme vous qu'on avait été mauvais, nous les Français, et puis les Européens. Bon, je me suis un peu... c'est quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. En étudiant ce sujet, je me suis aperçu que personne n'avait résisté. En fait, les États-Unis avaient, jusqu'en 2015, 55% du marché. Ils ont quasiment plus rien. Les Japonais aussi, les Coréens, les Européens, quoi. Tout le monde a été mangé à la même... L'intégralité de l'Occident a été piégé par les propres règles de l'Organisation mondiale du commerce qui avaient contribué à créer. C'est fascinant à travers cet exemple. C'est un exemple extraordinaire. Vous parlez de clean tech. Est-ce que vous l'abordez pas franchement dans votre étude, mais quand même c'est une question qui se pose. Est-ce que le photovoltaïque et en particulier ces panneaux solaires massifs sont une clean tech, sont une technologie propre? Alors, oui, mais il faut regarder le point de départ. C'est comme tout en écologie, il y a des vérités qu'il faut localiser. Quand vous êtes sur des pays qui tournent aujourd'hui au charbon, par exemple la Chine, le premier pays qui tourne au charbon, si vous mettez du panneau solaire pour produire de l'électricité plutôt que de la produire au charbon, vous allez avoir un mix électrique beaucoup moins carboné. Donc c'est totalement le cas en Chine, c'est totalement le cas en Pologne, c'est le cas dans quasiment l'intégralité des pays dans le monde. Dans l'intégralité quasiment des pays dans le monde, si vous mettez du panneau solaire pour produire de l'électricité, vous faites des belles choses pour l'environnement. Mais la France ainsi que 2 autres pays, c'est une exception. Donc c'est là potentiellement ce qui est compliqué à comprendre pour nos décideurs, parce que nous avons la chance de bénéficier d'une électricité qui est déjà quasiment décarbonée. Quasiment totalement décarbonée. Avant justement d'y revenir, d'abord, est-ce qu'un panneau solaire chinois est forcément mauvais? Alors, tout dépend de là où on l'installe. Si vous l'installez dans tous les pays au monde qui ne sont pas la France et les 2 autres qui sont sur le podium de la décarbonation, il va contribuer à baisser normalement les émissions de carbone de cette planète. Donc c'est une bonne chose. Après, il se trouve que d'un point de vue éthique, il n'empêche que, et ça a été cité dans votre reportage, malheureusement 40% du silicium provient de la région du Xinjiang, dans laquelle il y a 1 million de personnes, selon le dernier rapport de l'ONU, qui sont internés et qui participent d'une certaine manière à les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes qui participent à la fabrication de ces panneaux. Donc, d'un point de vue éthique, ça me pose problème. Mais d'un point de vue climatique, à part 2-3 pays dont fait partie la France, le photovoltaïque permet de baisser les émissions de carbone, ça c'est une certitude. Mais nous faisons partie de l'exception et nous devons appliquer pour notre pays ce qui est bon pour notre pays. Quelle est l'étendue d'ailleurs du secteur photovoltaïque en France ?
ce que vous appelez l'étendue. C'est-à-dire quelle est la proportion de photovoltaïque et est-ce que c'est un secteur qui est en croissance ? Alors, c'est un secteur extraordinairement dynamique. Il s'est construit 5 gigawatts de solaire cette année, 5 gigawatts l'année dernière. Je vais faire ça, une comparaison. Sur les terres agricoles, c'est sûr que ça semble être une manne. Hein. C'est à peu près l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires l'année dernière, 5 réacteurs nucléaires cette année. Les comparaisons n'est pas raison, mais pour vous donner, c'est absolument massif. C'est ce qui se développe le plus. On est passé de 0 quasiment en 2008. 2008, c'est il n'y a pas si longtemps, à quasiment 30 gigawatts. Donc on est passé de 0 solaire à l'équivalent, je sais que la comparaison n'est pas parfaite, mais à l'équivalent de 30 réacteurs nucléaires équivalent en solaire. Donc c'est un bond considérable, oui, et qui va en s'accélérant. C'est pour ça que je pense qu'il est urgent de dire stop. Qu'est-ce que vous mettez en cause finalement ? C'est les panneaux solaires dans les champs ou celui que je veux installer sur mon toit ? En fait, je réfléchis pas comme ça. Je me demande, est-ce qu'on a un problème ? En fait, en France, on n'a pas de problème. Ailleurs dans le monde... Quand je regarde ma facture électrique, parfois je commence à me demander si j'ai pas un problème. Oui. Alors, donc, est-ce qu'on a un problème en France de manque d'électricité ? Non. Depuis 1985, et je pense jusqu'en 2035, 2040, voire 2045, on n'a pas de problème de production d'électricité. Tant mieux, soyons-en fiers. Après, le prix auquel nous payons l'électricité. Ce prix auquel nous payons l'électricité, il est fait de 3 composantes. Le prix de production de notre électricité. Si on produit de l'électricité aujourd'hui avec des actifs déjà amortis tels que des centrales nucléaires, notre parc hydraulique et ce que nous avons déjà installé de photovoltaïque et d'éolien, notre prix de l'électricité, il est très compétitif. Mais là-dessus, on va rajouter 2 autres choses qui comptent pour 60-66% de la facture, qui sont des taxes liées aux obligations d'achat que nous avons contractées pour notamment le solaire et du prix du raccordement, et notamment du solaire. Et c'est là où je dis attention, si on veut bénéficier d'une électricité pas chère, alors il faut arrêter maintenant d'ajouter des coûts sur notre facture. Et le solaire génère des coûts sur le raccordement, mais aussi sur la facture des consommateurs par les obligations d'achat que nous contractons auprès des producteurs. Et d'où viennent ces obligations d'achat ? Ça a été fait comme ça en France. Quand on a voulu développer le solaire en 2008, on a développé des obligations d'achat, c'est-à-dire que l'État se portait garant auprès des producteurs du fait qu'il allait lui payer à X euros, quoi qu'il arrive, le prix du mégawattheure. Et ce risque a été transféré intégralement sur le consommateur. C'était très audacieux, voire une erreur. Vous dénoncez une coalition des anti-éoliens et des anti-nucléaires. Alors, c'est une coalition inconsciente, je pense. Mais pour avoir vu comment ça se passe, si vous êtes anti-éolien, et il y en a, et on peut les comprendre, c'est pas une critique de ma part d'être anti-éolien, des gens, voilà, ils aiment pas ça, ça clignote, et ça se voit. Donc, ces gens-là, ils voient bien quand même qu'être anti-éolien, ça peut être un peu anti-air du temps parce qu'il faut être, entre guillemets, dans la doxa pro-renouvelable. Donc généralement, quand ils construisent leur scénario énergétique pour contrecarrer, par exemple, ceux de RTE, ils mettent au minimum le nombre d'éoliennes et puis, pour être gentils, pour pas se prendre trop de critiques, etc., ils bouclent leur scénario en mettant plein de solaire. En se disant, comme ça, vous voyez, ça tient mon mix électrique. J'ai mis 0 éolienne, mais j'ai mis plein de solaire. Donc, je donne un petit bout de chair à tout le monde et je suis content. Pour les anti-nucléaires, ils font un peu la même chose. C'est-à-dire, ils essayent de se dire, non, mais le nucléaire, on n'en veut pas, donc on fait plein de renouvelables. Puis après, ils regardent, ils se disent, quand même, l'éolien, je ne peux pas en mettre partout, les gens ne sont pas contents, j'ai besoin qu'ils m'élisent. Donc, je vais en mettre plein sur le solaire, parce que ça, c'est mignon, ça se voit pas trop. Donc, ils arrondissent aussi leur scénario en mettant plein sur le solaire. Et je me suis aperçue de ça en travaillant le sujet, c'est que c'est le petit dénominateur, c'est le compromis acceptable, si vous voulez, le solaire.
des deux camps les plus remontés. Sachant quand même qu'on voit observer une colère qui monte, y compris parmi des gens qui sont également des anti-éoliens, notamment dans le milieu agricole, qui sont aussi anti-panneaux solaires, notamment en raison des problèmes écologiques que peuvent provoquer, des problèmes d'incendie également, que peuvent provoquer les champs de panneaux solaires. Alors, moi, je suis anti-rien. En revanche, je suis soucieuse des finances publiques et de la souveraineté. Donc, en fait, aujourd'hui, mon analyse, elle est plus simple que ça. Est-ce qu'on a un problème par rapport à l'électricité ? Non. Donc, est-ce qu'on doit agir ? Vous allez même plus loin. Vous dites que, et c'est un élément passionnant de votre étude, vous révélez que la filière électrique ne se porte pas si bien, malgré le tout électrique, et en particulier l'arrivée prochaine des véhicules électriques. On a plutôt une consommation qui est en baisse, ou en tous les cas qui est appelée à l'être. Alors, la consommation électrique depuis 2011 est plutôt effectivement sur un léger faux plat, plutôt baissier. Pourquoi ? Dedans, il y a des très bonnes nouvelles. Ça s'appelle l'efficacité énergétique. Je prends un exemple, et pardon, ça ne sera peut-être pas les bons ratios, mais à chaque fois qu'on a un nouveau processeur dans un ordinateur, dans une télé ou une ampoule, généralement, elle consomme par un facteur 4 ou 5 moins d'électricité pour le même service rendu que le produit d'avant. Donc en fait, ce qu'il faut bien, ça s'appelle le progrès technologique. Donc en fait, effectivement, l'électricité, plus la technologie avance, et moins on en a besoin pour le même service rendu, par des facteurs, encore une fois, 4 ou 5. Donc même si je rajoute une productivité qui est une productivité extraordinairement meilleure, ce qu'on a pu, un progrès en termes de productivité. Voilà, ce qu'on a pu voir pour les ordinateurs. Et donc même si je mets des voitures électriques, en fait, je rajoute de la consommation. Mais cette division des facteurs par efficacité est plus grande. Donc il y a ce facteur-là. C'est quelque chose dont il faut se réjouir. Et un autre facteur, vous expliquez, qui est beaucoup moins réjouissant, entre guillemets, en tous les cas de votre point de vue, qui est la désindustrialisation. C'est clair qu'on perd aussi de notre industrie, que l'industrie s'était prévue comme un des gros relais d'électrification possible et donc pour soutenir cette consommation à la hausse, et que malheureusement, je l'espère de mes voeux, mais aujourd'hui on ne la voit pas vraiment. Parmi les solutions que vous proposez, Laetitia Puy-Fauché, il y a des stocks stratégiques sous forme de photovoltaïque couplés à des batteries et conçus pour fonctionner hors réseau, pour renforcer notre résilience en cas de crise. Oui. Pour moi, c'est un point très important. Total, je ne sais pas si vous savez, ils ont été créés il y a plus d'une centaine d'années parce que pendant la Première Guerre mondiale, ça ne nous a pas empêché de la perdre, mais nos véhicules de l'armée ont failli manquer de diesel. La deuxième, pas la première. Enfin, le début de la deuxième qu'on a perdu. Voilà. On a failli manquer de diesel, donc on a créé Total. On a créé Gaz de France aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en se disant on ne peut pas ne pas avoir de gaz. Aujourd'hui, l'électricité, on en produit, c'est pas le problème, mais c'est des infrastructures qui sont très fragiles par définition, puisque il y a des fils qui passent, il faut que ça soit équilibré toutes les 15 secondes, ça se stocke. Donc des stocks stratégiques de batteries, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, le photovoltaïque, s'il nous permet vraiment quelque chose, c'est couplé à des batteries, de pouvoir, hors réseau, garder de l'électricité, garder les lumières allumées, même s'il y a un choc. Et je pense qu'on doit regarder cette technologie avec ces yeux-là, en se disant, mon pays, en termes de production d'électricité, il en a assez, mais demain, dans un monde plus électrifié, est-il assez résilient du point de vue électrique? Je n'en suis pas sûre. Utilisons le solaire et la batterie pour augmenter la résilience en cas de choc grave. Merci beaucoup Laetitia Puy-Fauché. Votre étude sur le photovoltaïque affiche la couleur. Elle est d'ailleurs très intéressante et elle est à retrouver sur le site de l'Institut Thomas More. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuelle Isaac. Merci Vincent.